2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre LGF, le grand forum jusque 18h, l'émission qui vous parle et qui parle de vous. Avec vos appels, chers amis auditeurs, on aura de quoi commenter aujourd'hui. On va évidemment parler de football puisque c'est le grand jour, le grand soir peut-être pour l'équipe de France et pour une place en finale. C'est ce soir 20h, évidemment, la délivrance aux alentours de 22h. Si les Français sont capables de le faire, en tout cas, on vous pose la question depuis hier à laquelle vous répondez. Est-ce que vous pensez que c'est la France ou la Belgique qui va se qualifier pour la finale de cette Coupe du Monde qui se jouera dimanche 15 juillet? Vous continuez de répondre et résultat assez surprenant, vous êtes plus favorable à la Belgique. On en parlera avec vous tout à l'heure au 01 40 33 9000, ce qui me laisse l'occasion de vous rappeler que ce soir, grosse soirée du côté de Renatan Montreuil aux 50 rue de Paris pour France Maghreb 2 qui vous y invite là-bas à aller voir le match en grand écran et passer une bonne soirée en compagnie de personnes qui vont, je l'espère, faire la fête à l'issue de cette soirée mémorable. Eh oui, rappelons-le. Rendez-vous donc tout à l'heure 20h, 50 rue de Paris à Montreuil. Donc c'est une très bel endroit, Renatan Montreuil, pour aller voir le match sur grand écran. Et puis bien entendu nous parlerons un peu de politique parce que le roi Macron a parlé hier du côté de Versailles en congrès et apparemment ça va être le cas tous les ans pendant les 5 années de son mandat. Il veut américaniser la France, on l'a bien compris. Rendez-vous tout à l'heure pour décryptage de ce prise de parole uniquement sans débat, sans vote, puisque après il s'est barré tout simplement. Il remettra le couvert l'année prochaine. Avec un petit changement, a priori, un amendement déposé par la France Insoumise qui a demandé à ce qu'il y ait effectivement de pouvoir interpeller le président de la République. Apparemment ça a été obtenu puisqu'il l'a annoncé, il restera l'année prochaine à l'issue de cette prise de parole pour parler, échanger avec les députés mais aussi les sénateurs. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Et puis alors nous parlerons de cette affaire assez surprenante qui est partie de Toulouse de la part d'un imam de Toulouse qui a été accusé d'avoir des propos antisémites et bien soutenu ensuite par Dalil Boubaker. Ces deux-là d'ailleurs ont reçu des plaintes du BNCVA et l'Algérie s'en mêle par la voix de son ministre des Affaires religieuses. Nous y reviendrons tout à l'heure et vos commentaires évidemment sont les bienvenus, sans oublier le zapping, soyez les bienvenus, c'est parti pour votre LGF jusqu'à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. L'émission qui vous parle et qui parle de vous, 01 40 33 9000 avec Damien Charles pour parler. Et en premier lieu, évidemment, c'était l'événement dans tous les médias. Toutes les caméras étaient braquées du côté de Versailles, un policier tous les mètres, parce que l'événement était là-bas, si tant est qu'il faille parler d'un événement. Effectivement, le président Emmanuel Macron était donc à Versailles, où il a réuni en congrès sénateurs et députés, pour leur parler de politique générale, pour leur parler de ce qu'ils entendaient faire pendant donc les quelques mois et semaines à venir. Alors c'était, évidemment, on va analyser tout cela. Ça a été quand même assez critiqué en tout cas, mais comme il s'était engagé, Damien, cette prestation d'Emmanuel Macron, il s'est exprimé devant les députés et sénateurs, comme disait tout à l'heure, réunis en congrès à Versailles. L'occasion donc de dresser un premier bilan des réformes engagées lors de la première année de son quinquennat, ça fait déjà 1 an, oui, et surtout de tenter de se défaire d'une image de président des riches qui lui colle encore à la peau. Une politique pour les entreprises, ce n'est pas une politique pour les riches, c'est une politique pour toute la nation, une politique pour l'emploi. Les Français doivent reconquérir leur part dans le capital des sociétés françaises. L'utilisation de leur épargne, mais aussi leur association plus étroite au capital des entreprises dont ils sont salariés, sont la clé d'un capitalisme populaire retrouvé. Je n'aime ni les castes, ni les rentes, ni les privilèges. Mais la création de richesses, la prospérité d'une nation sont le socle de tout projet de justice et d'équité. Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Et ce sont les entreprises, rassemblant actionnaires, dirigeants et travailleurs, ce sont les producteurs qui font ce gâteau, et personne d'autre. Et il est mensonger de défendre les salariés si on ne défend pas les entreprises.
Voilà. Monsieur Emmanuel Macron qui parle de gâteau, hein, faut-il encore qu'il y ait un gâteau? Bah a priori il y en a un parce que la France n'a jamais autant produit. Voilà, en ce qui concerne le gâteau, il est bel et bien là, sauf qu'il est peut-être un peu mal partagé, on va dire. Une moitié pour ceux qui, pour les riches, et puis l'autre moitié pour le reste, quoi. C'est un peu ça. Alors t'as-t-il convaincu, Damien, Emmanuel Macron? Pourquoi tu poses la question? Tu connais déjà la réponse. Bah non. 2017, record annuel de distribution de dividendes aux actionnaires. Est-ce que tu as vu une réinjection de ces dividendes dans l'économie réelle? Moi, je l'ai pas vu. On est à 5 millions de chômeurs, catégorie A, B, C et D confondus. Et la France va très mal. On est en pleine paupérisation. Le niveau de vie de la classe moyenne en France ne s'est jamais retrouvé autant dégradé. Le Front National a explosé pour une raison simple, c'est que les gens sont désespérés. Il y a une désertification de pays qui est en train de se passer. La ségrégation spatiale des banlieues, visiblement, n'intéresse pas le président parce que le plan Borloo, il l'a éjecté en 15 jours. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Alors après, je n'ai pas suivi directement parce que comme tu le sais, j'étais dans les transports l'intervention de notre cher président de la République. J'ai lu brièvement donc les dépêches tout à l'heure. J'ai vu les quelques mesures phares qu'il a proposées. On va sans doute en parler tout de suite. Je suis triste. Je suis vraiment triste. Alors, une démonstration en tout cas qui n'a pas convaincu les députés des Républicains, Éric Ciotti. Il le dit pourquoi d'ailleurs. Il y avait toujours du en même temps, mais au final il n'y a rien de concret. Il était en défensive pour essayer de tenter de démontrer qu'il n'était pas le président des très riches. Il a distillé quelques touches sociales, mais où sont les mesures? C'est un catalogue d'autosatisfaction avec des vides terribles. Quel engagement sur la baisse des dépenses publiques? Quel engagement pour diminuer la fiscalité? Aucun. Et puis encore une fois, rien d'essentiel, rien de majeur sur la sécurité, sur le terrorisme, sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Éric Ciotti, alors c'est intéressant parce que dans ce qu'il dit Éric Ciotti, c'est que c'est le moi-je, et ça revient souvent de la part des commentateurs politiques qui réagissent donc et donnent leur avis sur ce discours. Macron emploie beaucoup le moi-je, mon cher Damien, paraît-il. Ça paraît logique parce que je pense qu'en intégrant la fonction, il a compris que la logique de l'hyper-présidentialisation dans la Ve République comptait énormément pour garantir la stabilité, la valeur de sa position vis-à-vis des Français, et donc qu'il apparaisse comme un homme fort. Il ne doit absolument pas montrer un signe de faiblesse et parler en tant que nous. L'utilisation du moi-je, c'est de dire je suis responsable, je suis devant vous, et c'est moi qui incarne ce qu'il va se passer dans les années à venir. Donc à la fois on peut considérer que c'est un problème d'ego, mais dans l'autre sens, il est obligé de montrer sa force et de la montrer en son nom, parce que sinon il va tomber dans les travers qu'ont montré le quinquennat d'Hollande, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans où en fait les gens avaient l'impression que le président ne s'assumait plus et devenait transparent. Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, le leader de la France Insoumise, avait lui décidé avec les députés de son groupe de ne pas se rendre à Versailles pour dénoncer une pratique qui est de juge monarchiste. Sur BFM TV, hier soir, il a redit sa conviction que la bulle Macron était sur le point d'éclater, selon Jean-Luc Mélenchon. Je en prends le pari. Les choses vont s'aggraver pour lui. Parce que l'illusion de la jeunesse, de la modernité, est en train de se dégonfler, et il ne reste plus que le visage grimaçant de l'homme qui fait les poches aux retraités, qui rend plus pauvres les pauvres, tout en disant le contraire. Et cette duplicité qui tue la politique, et le respect que les gens portent à la politique, monsieur Emmanuel Macron, qui en a été en quelque sorte le produit, c'est parce que la parole politique s'était dégradée qu'il a pu nous battre de 3 ou 4 points. Eh bien, cette maladie-là, il est en train de l'aggraver. Est-ce que tu partages l'avis de Jean-Luc Mélenchon pour le coup? Non, il y a pas de bulle Macron, et la bulle Macron ne va pas disparaître. Ça y est, le masque est tombé, il s'assume. Depuis le début, il avait un agenda. Cet agenda, d'ailleurs, il était assez transparent. Là, il est rentré dans le dur des réformes impopulaires.
il a réussi à faire plier la SNCF sur une réforme que la droite rêvait de mettre en place depuis 20 ans. Donc il a gagné énormément de crédit auprès d'une partie de la population et il va finir tranquillement sur les... alors là, ça va être encore un peu dur pendant un an, mais ensuite, tranquillement, il va pousser sur des mesures sociales, un peu gadgets, etc. sur la fin du quinquennat. Alors, et je ne sais pas si je serai au LGF dans 3 ans, mais on en reparlera avec grand plaisir, Christophe. On aura déjà oublié tout ce qui s'est passé pendant cette première année. Alors, on va revenir juste un instant sur le cas Mélenchon qui fait la tournée des médias en ce moment. Il était sur Europe 1 dimanche matin et il s'est emporté au sujet de la violence policière, revenant sur les faits graves évidemment que se sont produits à Nantes. Et il a fait preuve, je trouve, d'un comportement très hautain vis-à-vis du journaliste. Écoutez. Après les témoignages qu'on a, qui est un homme tranquille, gentil, aimable avec son environnement. Il était même recherché par la justice. Mais ça justifie sa mort? Non, absolument pas, mais alors, vous le qualifiez de gentil. Ah non, vous ne me dites pas de me taire. Taisez-vous, il est mort. Vous êtes vivant et vous êtes là. Et vous faites des commentaires. J'apporte une précision. Je ne fais pas un commentaire et vous ne me dites pas de me taire. Vous ne me dites pas de me taire, monsieur Mélenchon. D'accord, je vous dis pas de me taire, je le retire. D'accord, entendu. Voilà. Vous avez raison. Voilà, sur ce petit passage, donc avec un journaliste confrère d'Europe 1, Damien. Il y a eu un revirement là depuis un mois. La France insoumise a compris que pour se garantir un creuset suffisamment important, il fallait qu'elle s'investisse dans les violences policières. Donc le revirement a commencé avec Alexis Corbière. Il y a eu ensuite l'annonce des députés FI de se déplacer le 21 juillet à la marche du collectif Vérité et Justice pour Adama. Et là, ils rentrent dans le dur, mais tout ça a été évidemment calculé parce qu'ils savent que pour eux, ça peut être une garantie de prendre je cherche le mot exact, de prendre le monopole du débat sur cette question-là, et surtout ils se sont rendus compte, et c'est grâce à des gens comme Youssef Brakni, qu'en s'organisant, les collectifs de lutte contre les violences policières pouvaient vraiment influencer les opinions, notamment dans les quartiers populaires, et que donc ils étaient obligés de se saisir la question. Mais ça c'est très clair, le clash qu'il y a eu hier, il a été préparé en amont. Ouais. Il l'a préparé. Ah oui, ça c'est du purement préparé. Il a cherché ce clash pour constituer un buzz et que les gens se disent Mélenchon dans l'émotionnel ressent la même chose que nous. Lui aussi il est choqué par les violences policières. Mais en fait il n'a pas bougé il y a 6 mois, il n'a pas bougé il y a 3 mois pour Sarr. Le 21 juillet l'an dernier, il n'a pas eu un seul mot pour le décès d'Adama Traoré. Et à chaque fois qu'on a eu un dérapage de la police ces 6 derniers mois, sauf dans les manifestations ou les ZAD, il s'est pas prononcé. Donc, alors, retour au discours de Macron hier prononcé à Versailles. Tarek Bami y était, a promené le micro de France Maghreb 2, il a rencontré le député Olivier Fahlorny. Vous savez, c'est celui qui avait trahi Ségolène Royal, vous vous rappelez? Ah bah oui. Olivier Fahlorny, qu'a-t-il pensé du discours d'Emmanuel Macron? Ce fut long, très long, trop long. Et vous savez, Emmanuel Macron, il y a quelques mois, avait récité à l'Élysée Pierre et le loup. J'ai l'impression qu'à Versailles, aujourd'hui, il nous a récité Emmanuel et le flou. Le flou sur bien des sujets. Et ce soliloque en majesté me semblait d'un autre temps. Et j'ai même eu le sentiment parfois que nous étions dans un meeting. Alors un meeting qui coûte un pognon de dingue. 300 000 euros. Donc je crois que à l'issue de ce très long discours, on peut s'interroger sur l'opportunité de ce genre de congrès, de réunion, et qu'il soit là pour répondre l'année prochaine ou pas. Je trouve que un congrès doit se réunir à Versailles uniquement dans des circonstances exceptionnelles, comme nous l'avions fait en novembre 2015, et pas pour faire, j'allais dire, un meeting annuel devant les parlementaires. Vous passez par la même occasion des salutations à M. Sarkozy, qui a introduit cette réforme. Oui, mais je pense, sans vouloir parler à sa place, qu'il avait envisagé le congrès comme un événement exceptionnel, et non pas comme le discours de l'Union façon américaine. Je pense qu'il y a une dérive. Il y a une dérive qui aujourd'hui transforme un congrès par nature exceptionnelle en rendez-vous annuel qui finalement se transforme en meeting présidentiel. Monsieur le député, donc l'Amérique avance en France. En tout cas, nous sommes ici à Versailles et vous savez, Versailles est un beau symbole de la France. C'est un symbole politique aussi, peut-être moins reluisant pour la République,
parce que Versailles, c'était aussi la domestication du Parlement. Et je voudrais pas que ce congrès illustre, et la réforme constitutionnelle qui suit, illustre la domestication de notre Parlement. Alors, une phrase dans la bouche du président de la République qui peut soit interroger, soit choquer, c'est sur les retraites, quand il dit ce n'est pas un remboursement de ce que vous avez versé et cotisé, mais c'est un paiement pour des actifs pour ceux qui ne le sont pas. Vous savez, ça a été l'oxymore permanent durant ce discours. Et quelque part, Emmanuel Macron a manié tous les paradoxes et a habilement utilisé une phrase du cardinal de Retz: on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Eh bien, il a été dans l'ambiguïté permanente et je crois au détriment de la France. Alors peut-être la phrase la plus positive si on a, et la phrase la plus négative si on a aussi. La phrase la plus positive, c'est vive la République, vive la France. Et la plus négative, je ne sais pas. En tout cas, il a commencé par Charles Aznavour en disant « je n'ai rien oublié ». J'espère que nous n'aurons pas demain une autre chanson qui s'appelait « Mes emmerdes ». Merci. Voilà, ça c'est le député Olivier Falorni rencontré par Tarek Mami. La fin est pas mal. Oh, il est drôle. Il est très cultivé. Il est drôle. Hein. Absolument. Ouais. Autre personnalité rencontrée par Tarek Mami, le député Lakila, qui lui est tout acquis à la cause de Macron. Vous allez vite le comprendre. Monsieur Lakila, merci d'être sur France Maghreb 2. Vous regardez surtout la machine. Première réaction à ce discours fleuve, 1h30. Je pense qu'on s'attendait à un vrai discours comme le président sait les faire. C'est la deuxième édition, effectivement. Il a d'abord rappelé le pourquoi de ce lieu, le pourquoi on est là encore cette deuxième année. Il a rappelé aussi le choix des Français qui l'ont fait il y a 2 ans, entre ceux qui véhiculent finalement la peur et celui qui a véhiculé l'espoir. Et rappeler exactement ce que nous avons fait pendant 1 an pour transformer notre pays. Il a rappelé toutes les réformes que nous avons entamées. Il a rappelé également ce que nous sommes en train de faire pour transformer ce pays. Il a éludé aucun sujet. Et il a rappelé également, parce qu'on lui reproche de venir faire un discours devant ce congrès, devant les sénateurs, devant les députés, devant la représentation du peuple, que l'année prochaine, grâce à un amendement qui va venir modifier la Constitution, il pourra aussi répondre aux élus, à ceux qui représentent la nation. Donc je pense que nous avons écouté un président d'abord qui porte toujours l'espoir des Français et cet espoir, il est en train de se concrétiser aussi bien à l'école avec l'obligation dès la rentrée des enfants scolarisés à 3 ans pour donner la chance, comme il l'a dit, à tous ceux qui n'ont pas cette chance à la naissance. Le dédoublement des classes aussi, c'est-à-dire donner vraiment une chance à tous les Français pour qu'ils puissent sortir de cette inégalité qui est pour certains innée, mais qui doit les apporter à lutter. Il a rappelé aussi lutter contre la pauvreté. La pauvreté, on doit lutter, sortir de la pauvreté, pas simplement faire que les gens vivent un peu mieux. Il a rappelé aussi le rôle de la France en tant que moteur, en tant que leader dans une Europe qui pourrait être très forte, qui pourrait quand la France et quand l'Europe notamment est unie face aux États-Unis, face à d'autres continents, elle peut être très forte, elle peut être leader et elle peut être la meilleure. Il a rappelé qu'il a surtout cette ambition pour qu'on ait la meilleure école, qu'on ait la meilleure économie et qu'on soit finalement... Et la meilleure armée. Dans tous les domaines, il a rappelé qu'on devait être leader. C'est ça que je retiens principalement, c'est qu'on doit être très bon de partout, à l'école, à l'armée, l'économie, pour qu'on puisse finalement éclairer peut-être un peu ce monde aujourd'hui qui est un monde de peur, qui est un monde aujourd'hui qui est en crise. Et il a rappelé aussi cette Europe. Avant de rester sur la forme, M. Lakila, on va peut-être rester un tout petit peu sur la forme. En fait, il y a une espèce d'américanisation de la vie politique française, puisqu'aux États-Unis, le président de la République fait ce qu'on appelle donc le discours de l'Union, le discours bilan tous les ans. M. Sarkozy a ouvert la porte, M. Hollande l'a utilisé surtout après des attentats terroristes, mais le président Macron se met manifestement 5 ans
5 discours. Écoutez, pendant 5 ans, il porte un projet, mais il va le porter sur les 5 ans. Il l'incarne. Il l'a incarné, bien évidemment, lors de l'élection présidentielle, mais c'est pas pour autant qu'il va être retranché à l'Élysée, je dirais, dans un palais. Il est là, il va affronter des difficultés, comme nous tous sur le terrain. Nous allons d'abord porter cet espoir, on le fait, mais aussi affronter toutes les difficultés qui sont devant nous encore, parce que le monde est en crise aujourd'hui. 2 questions, les dernières. La première qui peut choquer les auditeurs de France Maghreb 2 et tous les citoyens, c'est quand il dit que le versement de la retraite n'est pas le remboursement des sommes que vous avez versées, mais le paiement de ceux qui sont actifs à ceux qui ne le sont plus. Il y a un changement de logiciel, de philosophie globale, là, c'est surprenant. C'est notre aujourd'hui, c'est notre système par répartition, c'est-à-dire ceux qui travaillent aujourd'hui, qui sont actifs, qui payent les retraités. Ça a toujours été le cas. C'est pas un régime par capitalisation, c'est-à-dire qu'on met pas de l'argent de côté pour en bénéficier à la retraite, même si ça existe. On est bien dans un régime de répartition. Et la juste fait en sorte de mettre tout ça en lumière, mais on est dans un régime de répartition. D'ailleurs, la difficulté va se présenter à nous en 2050. Nous aurons beaucoup moins d'actifs pour payer les retraités en 2050. Et là, notre problème, on peut le dire, ça va être un problème. Effectivement, nous n'aurons pas suffisamment d'actifs. Il va falloir probablement aller chercher ailleurs, et peut-être en Afrique d'ailleurs. Monsieur Lakila, député de Bouches-du-Rhône, dernière question. Aujourd'hui, un président français ne peut pas faire un discours sans dire les mots islam et autres, et donc on a eu droit à quelques minutes sur l'islam, la vision du président qui n'est pas encore précise, mais qui trace une espèce de ligne. Si je ne me trompe pas, le mot islam et terrorisme n'ont pas été alliés dans une phrase du président, mais ce qui a été allié, c'est islam, valeurs de la République et principes de la République. Il a dit tout simplement que l'islam n'avait pas à avoir un problème avec la République. La République est laïque. Elle permet à chacun de croire ou de ne pas croire. Dire tout simplement qu'il y a un problème au niveau même de l'islam, sans parler d'islamisme, le monde musulman aujourd'hui s'interroge d'ailleurs sur cette problématique. Le terrorisme ne touche pas uniquement la France, il touche le monde entier et le monde musulman en premier. Donc s'il y a une vraie question, c'est celle-là. Il va falloir à un moment donné la poser et trouver des remèdes à cela. Monsieur Lakila, alors on va se donner 2 rendez-vous. Le premier au prochain congrès qui ne manquera pas de venir pour donc, amender la Constitution, faire cette modification promise pendant la campagne électorale. Et la deuxième peut-être dans l'intervalle pour faire le point sur 1 an et demi de mandature, celle du président et la vôtre. Écoutez, moi je serais toujours ravi de venir m'exprimer devant vos auditeurs, vos téléspectateurs aussi, pour faire le bilan bien évidemment de ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons et surtout des perspectives d'avenir pour notre pays. Merci monsieur Lakila donc d'être sur France Maghreb 2 en plein congrès. Vous allez repartir parce que les chefs de groupe vont s'exprimer, puisque comme on le sait, l'état actuel de la Constitution fait que le président parle et s'en va, et qu'à partir de l'année prochaine, le président parle, écoute et répond. Tout à fait, donc il l'a bien promis, donc c'est un amendement qui va arriver dans les textes qui sont en discussion. Il pourra non seulement s'exprimer, mais pourra répondre aussi à l'ensemble des groupes et l'ensemble des élus. Donc pour l'instant, nous retournons travailler, notamment sur les projets de loi que nous sommes en train de voter. Merci monsieur Lakila. Tarek Mami en direct du congrès de Versailles, accompagné à la technique par Jean-Marc Zébulus. À très bientôt monsieur le député. Bon, voilà, le député Lakila, qui vous l'avez bien compris, est en marche. C'est difficile de penser autrement en tout cas. Super interview, hein. Il est vraiment bon monsieur Mami. Tu me diras, c'est l'expérience, hein. On est toujours dans la fuite en fait. On est toujours dans la fuite, c'est-à-dire le refus d'assumer. Après c'est le logiciel évidemment, quand tu défends un gouvernement, il y a des ordres et puis il y a des fiches techniques qui circulent pour travailler la communication, mais on est toujours dans la fuite par rapport aux fractures qu'ont produit la politique d'Emmanuel Macron depuis 1 an, parce qu'il y en a et il faut que ce gouvernement les assume. On doit rappeler quand même qu'il y a un décret en août 2017 qui a été passé, qui a supprimé 300 millions de dotations pour les collectivités locales. C'est énorme, c'est catastrophique. Et quand Édouard Philippe va débarquer au Congrès des maires de France, il va se faire huer, c'est sûr.
Ça va être très très douloureux. Après, plusieurs questions de Monsieur Mamie ont été très habiles et montrent effectivement, donc on peut parler d'américanisation. Bah oui, c'est le cas là-bas, mais le système n'est pas le même qu'en France. Alors le système n'est pas le même, mais c'est vrai que la reprise de ce qu'avait imaginé Nicolas Sarkozy et le réaménagement donc qui sera fait avec la réforme constitutionnelle montre bien ce désir d'une opposition donc entre un président face à son congrès. Ouais. Autre réaction, cher Damien, quelqu'un que tu connais bien, c'est le maire de ta ville. J'ai juste une question avant. Oui. C'est 300 000 euros. Oui, 300 000 euros le coût du congrès d'hier. Je suis choqué. Ah ouais. 300 000. Mais c'est rien, 300 000. Mais où est-ce qu'on les a mis? Ah bah, on les a piqués. Enfin, je veux dire, on a construit des murs ou ça se passe comment? Non, pas du tout. T'as payé des impôts pour. Ah oui. Je suis choqué. Enfin, Jean-Christophe Lagarde, tu connais? Ah bah oui, je le connais. Qu'en a-t-il pensé de ce discours d'Emmanuel Macron rencontré par Tarek Mamie? Alors, c'était positif ou négatif ce discours? Les tensions sont globalement positives, mais j'attends maintenant de voir la réalité, parce que les Français, ils vivent pas de discours, ils vivent en l'occurrence d'actes, de concrets, de résultats. Et pour l'instant, on a bien vu tout l'accent qui était mis pour les personnes qui réussissaient, qui investissaient, qui entreprenaient. Formidable. Qui nous tirent vers le haut, ces gens-là. Simplement, il faut aussi s'occuper des autres. Et ça, c'est ce qui manquait beaucoup dans les discours passés. Aujourd'hui, il veut réintroduire ça parce que les sondages sont moins bons. J'espère que ça se traduira dans des actes et dans de la réalité. S'il vous avait demandé votre avis pour ajouter quelques phrases dans ce discours qui montreraient le chemin que vous cherchez, qu'est-ce que vous lui conseillerez d'écrire ou de dire? Moi, je lui conseillerais de dire que la France, elle ne peut redevenir elle-même que si elle permet à l'Europe d'être indépendante des États-Unis, de la Chine, souveraine, et qu'elle ne subisse plus les décisions que d'autres nous imposent. Et ça nécessite évidemment d'abord d'aller plus loin dans l'Europe, il l'a dit, mais d'être plus fort en France, c'est-à-dire d'avoir plus de cohésion. Et ça veut dire se tourner vers ceux qui ont le moins réussi le virage de la mondialisation pour l'instant. En rentrant dans votre circonscription, vous allez réfléchir dans la voiture, vous allez dire j'ai été trop dur avec le président, ou c'est bien j'ai eu le bon ton TON, parce que aujourd'hui il a peut-être mieux parlé au peuple que dans ses discours précédents. Je me dirais que j'ai eu le bon temps, parce que si on n'avait pas été un certain nombre à dire qu'il oubliait ceux qui n'étaient pas les plus favorisés dans la société, sans doute il n'aurait pas fait ce discours-là aujourd'hui. Donc il faut continuer, parce que la première étape c'est le discours. Maintenant je veux les textes de loi, je veux les budgets, je veux plus qu'ils tournent le dos aux banlieues, je veux plus qu'il oublie les zones rurales. Dernière question, l'année prochaine vous allez pouvoir en tant que député lui poser des questions et il s'est engagé à venir pour y répondre. On va pas lui poser des questions, mais il répondra aux arguments que nous avancerons. Oui, ça me fait beaucoup rire parce que la majorité actuelle a refusé cet amendement que j'ai présenté il y a une semaine. Le président de la République vient de leur donner l'ordre de l'adopter, tant mieux. Il vous a entendu? Non, je crois pas qu'il m'ait entendu. Je crois simplement que malheureusement ça montre ce qu'est le Parlement français. Il peut y avoir 577 députés qui n'osent pas s'affranchir, et il faut que ce soit le président qui leur octroie une liberté. Merci monsieur le député. Voilà le Jean-Christophe Lagarde qui commet une petite bourde quand même, une petite erreur dans son intervention. Quand il dit effectivement, là il a raison, c'est que les députés En Marche ont refusé cette demande. À croire d'ailleurs que les députés sont extrêmement frileux, en particulier dans la majorité. Mais l'amendement, il a peut-être déposé, mais il n'était pas le seul. Il y avait aussi la France Insoumise qui ont fait exactement la même demande. Voilà, donc qui finalement a été accepté ou pas d'ailleurs. En tout cas, il a décidé, il a dit. Mais on n'est pas à l'abri d'un revirement. Vous savez, ce serait pas la première fois chez Emmanuel Macron. Pour l'heure, donc, il a garanti que l'année prochaine, on pourrait l'interpeller, qu'il resterait donc, et qu'il se comporterait pas comme un roi. Je viens, je parle et je m'en vais. Là, a priori, l'année prochaine, ça va changer. Mais encore restons prudents, parce qu'il avait aussi dit au CFCM qu'il reviendrait. On l'attend toujours. Allez, dans un instant, Mossoul. Parce que ça, c'est des vrais sujets quand même. Mossoul, qu'est-elle devenue? Réponse avec Damien Charles dans son avis tranché à suivre. LGF, le grand forum, il est là. Oui, tous les jours avec vous et avec Damien Charles aujourd'hui qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Soyez, messieurs, dames, les bienvenus. En tout cas, sur France Maghreb 2. Alors, on va passer maintenant à l'avis tranché. On en a fini avec le président Macron. Il n'y avait pas grand chose à rajouter. On va maintenant parler, de ce qui s'est passé il y a un an. Vous vous souvenez, on parlait beaucoup de Mossoul, la libération de Mossoul. Vous vous en souvenez évidemment. Mais alors, qu'est devenu Mossoul? C'est la question à laquelle va tenter de répondre notre ami Damien Charles. Alors qu'est-il-moi, allez-y. Mossoul, un an après, Damien, qu'est-elle devenue? Alors, la bataille de Mossoul déjà, elle a duré 9 mois.
Donc ça a été une des plus longues batailles durant cette guerre civile irakienne. On a eu environ à peu près 10 000 civils tués. Donc c'était très important. Il faut savoir que 10 000 civils, c'est bien plus que durant la bataille d'Alep, entre le régime syrien et les rebelles. À la suite donc de ces 10 000 tués, on a eu aussi des dizaines de milliers de déplacés. Il faut savoir que beaucoup de déplacés ne sont toujours pas rentrés à Mossoul, tout simplement à cause des destructions. Et parmi ceux qui sont rentrés, certains ont tenté par eux-mêmes de reconstruire leur maison. Mossoul, c'est une ville qui est coupée en deux par un fleuve très célèbre qui s'appelle le Tigre et qui a rendu la bataille de Mossoul, la reprise de Mossoul à Daesh très difficile parce que étant coupée donc par ce fleuve, elle a été obligée d'envahir d'abord la partie est et ensuite la partie ouest. Elle pouvait pas franchir le Tigre pour pouvoir attaquer la ville. Ce qui l'a rendu beaucoup plus compliqué et évidemment, Daesh a tout fait pour piéger la ville et tenter de la détruire de l'intérieur pour empêcher l'armée irakienne d'avancer. À la suite de la bataille, pendant les premiers mois, 37 000 engins explosifs ont été déminés à l'intérieur de la ville. Donc elle était totalement inhabitable. Petit à petit, donc, des projets se sont mis en place, surtout à l'initiative d'associations locales et des habitants eux-mêmes. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas la fourniture d'électricité ni d'eau à Mossoul, mais il y a donc des organisations collectives qui se sont mises en place pour approvisionner les habitants qui sont revenus. Ensuite, ce qui est très important, c'est que évidemment beaucoup d'engins de chantier sont venus sur place pour déplacer les gravats. Aujourd'hui, l'ouest de Mossoul se porte beaucoup mieux. Les bâtiments administratifs ont été remis en état. Le poste de police principal de Mossoul, Al-Joumariya, a été remis en place. Donc maintenant, on a des policiers qui circulent dans l'ouest de Mossoul. Par contre, l'est de Mossoul, c'est beaucoup plus compliqué. La ville est encore à l'abandon et malheureusement, les habitants qui y sont souffrent encore. Autre chose importante, on a une grave crise qui a été annoncée par l'ONU il y a quelques mois, qui a alerté sur la situation. On a 3000 enfants orphelins qui circulent dans Mossoul. Et les 2/3 de ces 3000 enfants orphelins, en fait, ont perdu leurs parents dans la dernière bataille, dans les derniers moments de cette bataille. Et ces 3000 enfants orphelins, ils sont une cible. Ils sont une cible pour les gangs, ils sont une cible pour les trafics d'êtres humains et donc présente énormément d'inquiétudes et malheureusement jusqu'à maintenant l'armée irakienne n'a rien fait pour s'en occuper. Donc on a beaucoup de mendicité dans cette ville de Mossoul et essentiellement des enfants. Parmi les choses positives, certaines organisations étrangères, notamment anglaises, l'Angleterre a apporté énormément d'argent pour reconstruire Mossoul et vient d'inaugurer une centrale de traitement des eaux à l'est de Mossoul qui va permettre donc d'épurer les eaux usées. Pourquoi ? Parce que les eaux usées peuvent provoquer des crises humanitaires, faire circuler énormément de maladies, donc c'était quelque chose de prioritaire. Quant au régime irakien, sa principale préoccupation, ça a été la question de la sécurité, parce qu'aujourd'hui Mossoul est toujours vulnérable. Si un groupe équivalent à Daesh venait à débarquer et tenter de prendre la ville, il pourrait peut-être le faire. Donc aujourd'hui, la principale préoccupation, c'est la sécurité, et ensuite la reconstruction des voies de communication. On a un pont principal aujourd'hui qui vient d'être rouvert, donc qui s'appelle le pont Al-Saïdati Al-Jamila. Et ce pont, donc, en étant rouvert, a permis de réunir les deux parties de la ville. Et ça, c'est très positif parce que ça a permis au commerce de reprendre place. Malheureusement, Mossoul ne sera plus le Mossoul d'avant. Le Mossoul d'avant, c'était la plaque tournante du pétrole dans le nord du pays. Mossoul, c'était la plateforme commerciale qui reliait l'Irak, la Syrie et la Turquie. Et ce Mossoul-là n'existera plus, pour des raisons politiques, mais également le Mossoul confessionnel. On doit se rappeler qu'il y avait 30% des habitants de Mossoul qui étaient des chrétiens. Et la plupart ne reviendront pas. Ils vont rester installés, pour la plupart, ils se sont réinstallés dans le Kurdistan irakien ou alors dans des villes voisines comme Karakosh. Donc, il y a des séquelles qui vont être durables. Mossoul ne se remettra jamais de ce qu'elle a vécu. Un traumatisme immense. C'est probablement la ville d'Irak qui a le plus souffert de cette guerre civile. Et probablement la dernière chose qu'on devrait dire sur Mossoul, c'est qu'évidemment elle est porteuse d'espoir grâce à sa jeunesse. Une partie de la jeunesse tente de revenir pour relancer notamment la culture et l'éducation à Mossoul. Il y avait une très grande université à Mossoul. Cette université a été prise par Daesh et a servi de camp d'entraînement militaire à l'époque. Ils l'ont entièrement détruite à la fin de la bataille. Et à la suite de ça, des professeurs qui sont revenus donc dans la ville ont fait un appel international qu'on a appelé le Mossoul High, demandant à tous les étudiants du monde entier d'envoyer des livres à Mossoul
pour permettre de faire revenir la culture. Parce que sans culture, une ville ne peut pas se redresser. Voilà. Merci Damien pour cet avis tranché et pour avoir retracé un petit peu le lendemain difficile, on l'a compris, de Mossoul, cette bataille de Mossoul dont on a beaucoup parlé dans les médias. Comment expliquer? Vous pouvez donc appeler aussi, amis auditrices, auditeurs, pour nous faire part de votre avis et de votre réflexion sur l'après Mossoul au 01 40 33 9000 en réaction finalement à l'avis tranché de Damien Charles. Comment expliquer qu'aujourd'hui, dans les médias, on ne parle que de l'instantané, que l'on ne s'occupe pas de ce qui est par exemple devenu Mossoul, Alep et compagnie? Il n'y a pas des reportages qui puissent nous donner des indications et faits sur ce qui est de l'après, parce que finalement on a obtenu ce que tout le monde voulait, c'est-à-dire la libération, mais après, qu'est-ce qu'il advient de ces villes? On n'a pas d'infos. Et ça, c'est très inquiétant malheureusement parce que le nord de l'Irak est retourné 30 ans en arrière avec une population traumatisée. Il n'y aura jamais évidemment de suivi psychologique pour tous ces civils qui ont subi des sévices divers et variés. Et tant que cette région ne pourra pas se porter mieux, n'aura pas davantage de force sur le plan politique, économique, etc., elle restera toujours vulnérable aux mêmes maux qu'elle a subi, c'est-à-dire l'arrivée de groupes extrémistes qui ont été en capacité de s'imposer parce qu'il y avait un vide, il n'y avait rien en face. Et aujourd'hui, le régime irakien, on en est très inquiet, ne fait rien pour redévelopper la province de Ninive, déjà parce qu'elle n'en est pas très intéressée parce que c'est une province sunnite, elle a d'autres priorités dans le sud, dans les provinces chiites, et ensuite parce qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est toujours le nerf de la guerre. Et donc, si la communauté internationale, notamment à travers l'ONU, ne fait rien pour redévelopper le nord de l'Irak, on risque dans 5 ans d'avoir à nouveau de mauvaises surprises. Ouais. En tout cas, voilà, vous pouvez bien entendu réagir et merci Damien d'être revenu sur cette info pour nous faire un peu le bilan de cet un an de Mossoul. Je tenais juste à te préciser quand même que les Anglais se sont beaucoup intéressés à ce qui est devenu Mossoul. Middle East Eye a publié quelques très beaux articles sur Mossoul. En France, on a RFI qui nous sauve la mise, qui a écrit quand même plusieurs fois depuis un an sur la reconstruction de la ville, mais c'est vrai que sinon c'est le désert médiatique. Exactement. 01 40 33 9000, on va maintenant parler de cette réaction algérienne à une affaire finalement qui concerne la France en quelque sorte, puisque l'Algérie en effet réagit aux accusations qui visent en France un imam de Toulouse. Le ministre des Affaires religieuses parle d'un mensonge après que cet imam algérien a été accusé de prêche antisémite. L'affaire commence au mois de décembre lorsque dans un prêche diffusé plus tard sur les réseaux sociaux, cet imam de Toulouse prononce une phrase jugée antisémite. L'imam est algérien mais son responsable hiérarchique c'est la Grande Mosquée de Paris. Cette dernière mène l'enquête et estime que l'imam s'est excusé de sa bonne foi. Pourtant cette semaine depuis Alger, le ministre des Affaires religieuses prend la parole et dénonce des accusations mensongères. Pour lui, l'Algérie est une école en matière de déradicalisation et les différentes doctrines religieuses observées en Algérie sont faites de modération. Il s'en prend alors à certains médias occidentaux qui, selon lui, utilisent ce genre d'informations pour s'attaquer à l'islam. Fin avril, un autre imam algérien faisait polémique. El Hadj Doudi a été expulsé depuis Marseille vers Alger. S'il était accusé par les services de renseignement français d'être influence radicale, les autorités algériennes, elles, ne le reconnaissaient pas déjà la fonction d'imam. Problème. Alors, le BNCBA a porté plainte pour propos à caractère antisémite contre effectivement cet imam de Toulouse, mais aussi contre Dalil Boubacar. Alors, votre réaction évidemment 01 40 33 9000 sur la réaction algérienne, ça fait, alors je sais pas comment il faut la prendre, mais en tout cas, on est là souvent à dénoncer en disant oui, mais quand il s'agit d'islamophobie, les pays d'origine pourraient peut-être réagir, prendre part. On sait que ça existe pour d'autres communautés. Pour faire simple, Israël réagit rapidement lorsque un problème concerne les Juifs de France ou en Europe ou ailleurs dans le monde. Eh bien, les pays maghrébins sont aux abonnés absents quant à la politique que mène la France ou l'islamophobie qui peut être évidemment dénoncée. Ça n'est pas le cas. Là, pour le coup, c'est une affaire qui concerne un imam algérien dont, je le rappelle, son supérieur hiérarchique est Dalil Boubacar. Et là, l'Algérie se doit de réagir, enfin, a réagi, pas se doit de réagir, mais a réagi. Est-ce que c'est une bonne chose, Damien, que un pays comme l'Algérie, mais aussi le Maroc ou la Tunisie, puisse, par exemple, émettre des réserves ou poser des questions aux pays, donc la France, par exemple, sur leurs ressortissants, sur les gens qui sont d'origine algérienne, marocaine, tunisienne?
Évidemment, prendre la défense dans le cas d'une instruction judiciaire, ce qui n'a pas encore eu lieu, d'un de leurs ressortissants, oui, c'est logique. Mais alors commencer à proposer des jugements ou commenter la situation de telle ou telle personne et ce qu'elle fait, là, pour moi, il y a une vraie mise en cause de la souveraineté française. Ouais. Alors après, ce qui est positif, c'est que le fait que le gouvernement algérien ait pris position pour l'imam de Toulouse, de la grande mosquée de Toulouse, ça montre quand même que derrière il y a un soutien institutionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à n'importe quel imam sulfureux qui aurait fait ses études on ne sait où, ne serait pas très connu, serait passé sous les radars, etc. On est quand même face à quelqu'un qui est soutenu par un État qui a dû lutter contre pendant presque 15 ans contre des formes de radicalité religieuse qui ont mené à la violence armée. Et donc dans ce cadre-là, si les ministres d'Algérie disent en gros nous on fait le checking et on le soutient, c'est quelque chose de positif dans le sens où pour moi on n'est pas face à un homme qui a une volonté d'apporter un discours sécessionniste. Par contre, ce qui est vraiment idiot, c'est que comme d'habitude, on ne se pose pas la question de ce que pensent les renseignements et on ne cherche pas à se demander si les RG ne l'avaient déjà pas mis sous surveillance l'imam de la grande mosquée de Toulouse. Et évidemment, les RG ne sont pas du tout intéressés à lui parce que il ne fait pas partie des cibles. À l'inverse donc de l'imam qui s'est fait expulser à Alger. Oui. Imam de Marseille. Voilà, donc faut arrêter de tout mélanger. On va pas parler d'un imam dangereux, sécessionniste, islamiste, etc. Non mais c'est excusé en plus. On peut parler d'un imam qui a dérapé. Voilà, qui a dérapé. On peut parler Alors moi je parle sans aucun problème de dérapage parce que pour moi le hadith donc qu'il a cité est de mauvais goût. Parce qu'il a cité ce hadith donc qui aborde la question de la fin du monde et de l'arrivée de l'antéchrist sur terre, qui parle notamment du fait que les rochers appelleraient les musulmans à tuer les juifs. Ce hadith, il l'a cité alors que le président Trump annonçait le déménagement de l'ambassade à Jérusalem. Donc il a mélangé le politique et le religieux et ça c'est vraiment de mauvais goût pour le coup. Je pense qu'il a fait une grosse erreur. Bon, ils sont excusés évidemment par la suite. Le recteur de la mosquée de Paris, qui est, rappelons-le, le supérieur hiérarchique de cet imam, a pris acte de ses excuses et donc voilà, pour lui il n'y a pas lieu de pousser plus loin la polémique. Sauf que le Ben CVA, qui est dirigé par un certain Sami Kozlan, a déposé plainte contre cet imam et contre Dalil Boubacar, pour propos à caractère antisémite. C'est une très belle opportunité pour eux. Pour connaître un petit peu, pour avoir rencontré à plusieurs reprises dans ma vie Dalil Boubacar, lui qui œuvre, mais alors de toutes ses forces pour le rapprochement des communautés. Franchement, c'est très mauvais goût cette plainte. Mais bon, après, à la justice de faire son travail. On peut l'accuser de beaucoup de choses. C'est politique, il a beaucoup de défauts, Monsieur Boubacar, mais de lui dire pour l'accuser de propos antisémites, faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin quand même. C'est polémique. Oui. C'est surtout politique. C'est-à-dire, ils n'en ont rien à faire de Dalil Boubacar. Ce qui les intéresse, c'est médiatiser l'affaire. Je te rappelle qu'il y a eu une tribune des 300. Oui, s'en rappelle. Oui. A quand même abordé en profondeur le fait que il fallait frapper d'obsolescence tout ce qui rapprochait les musulmans de l'idée de tuer des juifs. Oui. Et ce à quoi il s'était fait contredire et tout le monde les avait moqués en leur disant mais il n'y a pas de verset du Coran qui appelle à tuer les juifs. Donc là, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu la reprise politique et ça les arrange parce que ça permet de faire revenir tout ce qui avait été abordé à l'intérieur donc de cette tribune et de dire regardez, il y a un problème parce qu'on a même des imams institutionnels qui citent des hadiths appelant, ou c'est pas appelant pour le coup, c'est parlant du fait se rapprochant de la fin du monde, de tuer des juifs. Donc c'est parfait pour le JF et le CRIF. Évidemment, tout ça a été scénarisé. Le CRIF de Toulouse, qui a travaillé pendant 15 ans avec Monsieur Tataï, a fait semblant de s'offusquer, dire mais c'est terrible, on peut plus fréquenter cet homme, etc. Vos réactions 01 40 33 9000. Allô, bonsoir Samy. Oui, bonsoir Christophe, vous allez bien? Bonsoir monsieur, je sais pas votre prénom. Bonsoir Damien. Ouais, Damien, bonsoir Damien. Moi j'ai une petite question sympathique, je voudrais comprendre, pourquoi on remettrait pas tout à plat sur les religions, remettre des gens corrects, des imams corrects dans toutes les croyances, et même pour les chrétiens et les juifs, repartir à zéro sur le bon terme,
et effacer ce passé maudit qui nous suit comme la peste. Voilà ma question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir retrouver de la crédibilité au niveau des gens? Bon, maintenant je sais qu'il y a le terrorisme, il y a pas mal de mal qui a été fait, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? À mon avis, il faudrait se poser des questions pour l'avenir. Essayer de trouver un islam qui convient aux musulmans en France pour pouvoir vivre leur islam en Ça me pose un problème ce que tu dis, Samy, parce que essayer de trouver un islam qui convient aux musulmans, il n'y a pas y a pas besoin de chercher un islam qui convient aux musulmans en France, puisque l'islam. Non, attends, excuse-moi, Samy. Quand t'appelles, c'est pour dialoguer, sinon ça s'appelle un monologue. Ouais, je t'en prie. Quand on parle de ce, après peut-être que tu l'as fait inconsciemment, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher un islam qui convienne à qui que ce soit, puisque l'islam en tant que tel est déjà, j'allais dire, il répond à toutes les questions, et tout sauf ce que l'on peut entendre de la part d'ailleurs de quelques imams qui ont aucune formation et qui se retrouvent imams comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, on n'a pas besoin de dénaturer et de changer les textes, hein. Ouais, c'est ça que je veux. Non, j'ai pas dit changer les textes. Si on s'en réfère au Coran et voilà. Qu'on retrouve des gens sont capables de prôner voilà, valeurs de l'islam dans un bon sens, pas dans un mauvais sens. Oui, j'ai compris. Des gens capables, et comme disait un certain Bajrafil que je salue, pour parler du Coran et pour enseigner le Coran, il faut avoir étudié, il faut avoir appris, ce sont des études. Ikra, oui, ça c'est apprendre et lire, mais il faut avoir été formé, il faut avoir obtenu des diplômes pour se faire. Ni Damien ni moi-même nous pouvons nous permettre de parler du Coran parce qu'on comprend peut-être pas les subtilités, les métaphores qui sont extrêmement nombreuses dans le Coran. Donc c'est surtout gardons-nous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font cette connerie. Pardon de le dire, mais qui nous disent avec qui tu vas discuter, il va te sortir un verset, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Alors abstiens-toi. C'est mieux, parce que quand on parle d'un sujet aussi important qu'est l'islam, des fois il faut savoir fermer sa bouche. Quand on n'a pas étudié, quand on n'a pas lu le Coran, on ferme sa bouche. Mais il y a quelque chose de très important. J'ai oublié votre prénom. C'est Samy de Champigny. Il y a quelque chose de très important. Vous avez dit une chose juste. Vous avez dit c'est une question d'avenir. Donc ça c'est très simple. C'est la prochaine génération là qui vient. C'est la prochaine génération et il va falloir tous s'y mettre, et il y a un vrai problème qui a toujours été abordé par le pouvoir politique en France et que les musulmans n'ont jamais pour moi regardé de face, c'est qu'aujourd'hui les imams ils sont payés au lance-pierre. Ils doivent être bac+8 pour passer des ijazat, etc. C'est très long. Je rappelle que les doctorants, quand ils ont des projets doctoraux en France, ils ont des bourses d'études. Aujourd'hui nos imams en formation ils n'ont pas de bourse d'études, donc ils doivent se débrouiller pour vivre. Et après, en moyenne, les imams qui arrivent à se faire financer par des associations de mosquées, c'est au SMIC. Donc c'est très compliqué à gérer. Est-ce qu'ils sont logés, est-ce qu'ils sont pas logés, etc. Donc à partir du moment... c'est pas parce que tu vas te payer 5 000 € que ça t'empêchera de dire des conneries, hein, Damien. Non, de dire des conneries. Non, mais c'est-à-dire on n'est pas à l'abri, c'est pas parce que tu vas payer quelqu'un 5 000 €. Non, c'est pas une question de parler... Non, c'est pas une question de parler 5 000 €. C'est que... Est-ce qu'ils ont la sécurité du statut et de leur emploi? Quelle est leur condition de travail? Est-ce qu'ils sont logés dans la mosquée ou pas logés dans la mosquée? Est-ce que ils ont eu des accords pour pouvoir avoir ce qu'on appelle de la formation continue, c'est-à-dire avoir par exemple financé par leur association de mosquées le droit d'aller travailler les textes dans les instituts qu'on a par exemple en France pour pouvoir continuer à se former, à progresser? Est-ce qu'ils sont financés pour pouvoir aller à des séminaires, etc. Est-ce que tout cet accompagnement qu'on propose dans un cadre professionnel, global, entrepreneurial, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait aujourd'hui pour nos imams? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, par vocation, aimeraient avoir donc ce qu'on appellerait ce statut professionnel d'imam, parce que à la base, c'est pas forcément ça un imam, mais simplement sont découragés par ce que ça représente. Parce que c'est quand même pas drôle d'être bac+8, il faut avoir la motivation d'aller jusqu'au bout. Et c'est surtout un travail pluridisciplinaire. Merci Samy en tout cas pour ta réaction, ta réflexion. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis sur cette affaire finalement. Tu as peut-être raison Damien quand tu dis
c'est une affaire qu'ils veulent absolument médiatiser pour qu'encore on parle évidemment de cette communauté et qu'on dise voilà, regardez encore une fois les imams, Boubacar, on s'attaquera à un symbole quoi. On doit se rappeler d'un truc, c'est que Toulouse a été dans la tourmente pendant 5 ans. C'est ça. Et sous le viseur DRG de la DGSI, tout le monde était sur Toulouse à la suite de l'affaire Mohamed Merah. C'est ça. Donc je pense que la mosquée de Toulouse déjà doit être sur écoute, ça c'est quasi sûr. Et toutes les mosquées le sont. Toutes les mosquées généralement le sont. Et puis j'imagine que tout le personnel de la grande mosquée de Toulouse a été étudié au peigne fin. Hein, donc. Oui, très étonnant. Bon, allez, dans un instant, messieurs, dames, un peu de légèreté. C'est l'équipe de France qui joue ce soir son match pour une place en finale. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que la France a remporté. Elle est là, cette étoile. Ah, elle est magnifique. Elle est là, voilà. Et si je peux me permettre, est-ce que tu te souviens ce qui a eu lieu le 10 juillet 2016, il y a 2 ans jour pour jour? Le 10 juillet 2016. On a pris un sale but en prolongation et on a perdu la finale. Ah oui, contre le Portugal. Voilà. Le Portugal, ils sont où là? Ils sont chez eux. Rentrés à la maison. Ils sont chez eux ou ils sont à la frontière ukrainienne, je sais pas où ils sont. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'était un match très éprouvant. Le Portugal qui avait fait franchement une sale Coupe d'Europe. Oh là là, une mauvaise finale et qui pourtant là on embrasse chaleureusement tous les Portugaises et Portugais qui nous écoutent, mais c'était quand même vilain cette Coupe d'Europe. Franchement. Et cette espèce de boulet de canon à la 120e minute que Hugo Lloris prend et on perd un match coup de pelle là, pour le coup, un coup de pelle. Ouais. Ah, c'est terrible. Un coup de pelle. Bon, ce soir, c'est pas les Portugais, mais c'est les Belges. Et attention aux Belges, parce que ils sont là les Belges. Lukaku, Hazard, qui est peut-être d'ailleurs le plus français des Belges. Ouais. De Bruyne. Il y a également. Alors Meunier n'est pas là. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Bonne nouvelle pour les Français. Vous savez ce qu'on dit, c'est que Deschamps, il a à chaque fois, il est incroyablement chanceux. Ah bah je sais pas, on fera le bilan si jamais. Non, à chaque fois il y a des faits qui parlent. Voilà, c'est que. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu Cavani au dernier. On n'a pas eu Cavani. Alors l'arbitre sera uruguayen ce soir. Ah. Ouais. D'accord. Et l'arbitre de France-Uruguay, c'était un Argentin. Oh, c'est drôle. C'est drôle, hein. Oh, c'est drôle, ouais. Alors c'est marrant parce qu'il y en a des gens qui se sont amusés à trouver des similitudes avec ce qui se passe en ce moment. La Croatie en 98 était en demi-finale de la Coupe du Monde. On les avait battus d'ailleurs 2-0. Exact. Un doublé de Tutu. L'Eurovision était remporté alors par Israël. Le Real Madrid avait remporté la Ligue des Champions. Comme en ce moment, comme cette année. Intéressant. Est-ce un signe? Je ne sais pas. En tout cas, je vous livrerai moi mon fil du match ce soir et vos avis. On va vous donner les résultats dans un instant sur Facebook, Twitter. C'est très marrant parce que les résultats sont pas les mêmes. La cible n'est forcément pas la même. Vous continuez en tout cas de voter là pendant la pub. Allez-y, Facebook France Maghreb 2 pour voter. Pour vous, c'est la France, c'est la Belgique qui passe. À vous de nous dire sur Twitter, idem. Et on fait le résultat dans un instant et on vous accueille en direct au 01 40 33 9000 avec vos pronostics. En vous rappelant que ce soir, France Maghreb 2 vous invite à Renatlan Montreuil aux 50 rue de Paris pour aller voir le match sur grand écran. À tout de suite. Alerte générale, messieurs dames. Oui, puisque la Fouine a mis sur les réseaux sociaux le maillot de l'équipe de France et à chaque fois que la Fouine met un maillot, l'équipe perd. Ça, c'est pas bon signe. Pas bon du tout. La Fouine, t'as intérêt de te cacher si l'équipe de France perd ce soir, hein, je te le dis tout de suite. Bon, alors, on va rentrer dans le fil de ce match qui va se dérouler dans 2h30 maintenant. On est à 2h30 du coup d'envoi de ce match entre la France et la Belgique pour une place en finale. Et nous ici, comme nous sommes pas des dégonflés, à l'image de certains, nous allons nous avancer et vous donner, en tout cas selon les informations qu'on a, et surtout de regarder très objectivement cette confrontation qui promet de nous offrir, je pense, un bon match. Alors, avant de parler de ce match, je tiens à vous préciser quand même une information importante dans le monde du football, c'est le transfert de l'été. Cristiano Ronaldo quitte le Real de Madrid pour aller rejoindre la Juventus de Turin pour la somme de 105 millions d'euros. Voilà, Cristiano Ronaldo a quitté à 33 ans le Real de Madrid pour aller jouer à la Juve aux côtés d'un certain Blaise Matuidi. Bon, voilà qui est dit en tout cas, et on lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure à Cristiano Ronaldo. C'est en tout cas pas à Paris qu'il ira. Ça c'est sûr.
pour l'heure. Alors, donc, pour ce match, mon cher Damien, avant d'entrer dans le fil du jeu et des pronostics, et vous pouvez d'ores et déjà nous appeler, allez-y, on vous attend, pardon, 01 40 33 9000. Qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux, mon cher Damien, puisqu'on a posé la question? Tu fais bien de me le dire, j'ai pas regardé depuis. Ah bah bravo. Alors, Facebook, France Maghreb 2. Alors, le Facebook, c'était marrant parce que c'est la Belgique qui était favori des auditeurs, des Facebookers de France Maghreb 2. Donc ceux qui ont voté, qui ont participé à ce sondage, pensent en majorité que c'est la Belgique qui va l'emporter face à la France ce soir. Ouais, on était à 55% pour la Belgique tout à l'heure. Oui. Ça charge. Attention, suspense. Il faudrait une musique suspense là. 54%. 54% pour la Belgique. Voilà. Donc si mes calculs sont bons, 46% pour la France. Exactement. Voilà. Alors je crois que sur Twitter c'est différent. Enfin, en tout cas, ça l'était tout à l'heure. On était plus serré. LGF officiel. Ça s'est inversé. On est à 56% pour la France et 44% pour la Belgique. 56% sur Twitter pour la France, 44% pour la Belgique sur Twitter. Bon, je vous livrerai mon pronostic tout à l'heure, mon cher Damien. On va écouter un petit peu les auditeurs d'abord, voir ce qu'ils en pensent. Allez-y, mouillez-vous. Je veux vous entendre analyser très objectivement cette rencontre importante qui... Alors, avant de vous donner mon prono, pour moi, c'est le match le plus délicat et le plus difficile de l'équipe de France dans son parcours, y compris quel que soit l'adversaire qu'elle affrontera en finale, parce que ça sera soit la Croatie, soit l'Angleterre. Donc, pour moi, c'est ce soir que tout se joue. C'est un peu, en quelque sorte, une finale. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Laïla, Val-de-Marne. Laïla, Val-de-Marne. Bonsoir Laïla, vous êtes fouteuse? Une fouteuse, à la maison, j'ai un fan de foot et un fan de PSG. Ah oui, alors là, je serais tenté de vous dire que vous avez fait un très bon choix, madame. Mais un vrai de vrai. Hein. Ouais, ah oui, un peu comme nous, quoi. Donc, du coup, cette coupe y compris pour Damien. Voilà, j'ai dû apprendre à aimer le foot. Alors, Laïda, dites-nous. Oui, alors, le pronostic. Oui. Moi, je vois 1-1, déjà. Oui, d'accord, donc ça veut dire prolongation? Pour moi, il y aura une prolongation. D'accord. Et la France gagnera. La France gagnera alors. Est-ce qu'elle gagnera à l'issue pendant les prolongations ou au penalty? Pendant les prolongations. Il y aura un but de la France. Un but des livreurs. Est-ce que vous seriez capable de me dire qui marquera le but des livreurs de la France? Non, j'ai pas assez de connaissances en football, mais bon, oui, pourquoi pas Mbappé, oui. Ah bah voilà, je m'en doutais. Mbappé, alors là, s'il arrive à faire ça serait extraordinaire. Je vais aller beaucoup plus loin. Une belle passe de Griezmann et but de Mbappé. Là, elle a mis la barre haute, les gars. Elle a mis la barre haute, Laïla. Attention. Passe de Griezmann. Vous vous en souviendrez. Laïla, France Maghreb 2, aux alentours de 17h33 sur France Maghreb 2. À 2h30 du match, nous dit que la France ira en prolongation et que c'est sur une passe de Griezmann que Mbappé marquera le but délivrant, libérateur pour l'équipe de France. Voilà, je pense. Ça, c'est une pronostic. Et je me permets de... Tu sais, quand il y avait la Belgique, Japon. Oui. Je me rappelle. Et tu avais dit, je me rappelle parce que je vous écoute très souvent, toi et tes chroniqueurs, et tu avais dit, oui, bon, ce sera la Belgique, il n'y a pas photo, sinon je ne connais rien au foot. Ouais. Ça a été la Belgique. Non, mais c'est vrai, c'est les mots. Oui, non, mais ça a été la Belgique en même temps, je me suis pas trompé. Ah, mais attends, c'est pas arrêté. Donc, du coup, j'ai regardé le match, bien évidemment, et puis, voyant que le Japon quand même menait, c'est à la fin du match, évidemment, la Belgique a gagné. Et c'est là que je dis, mais quand même, Christophe, il connaît le foot. Hein. Il connaît le foot, il sait pas. Un petit peu, ma petite dame. Effectivement. Non, vraiment, donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil. C'est super gentil pour ce clin d'œil. Et je tiens à vous dire, c'est pas pour me la raconter parce que c'est pas mon style, mais samedi entre nous là, l'équipe des chroniqueurs et la radio, vous savez, on a un petit groupe, on communique et puis je me suis pas amusé. Non, j'ai vraiment ressenti les choses, c'est-à-dire analyser et tout ça. J'ai pris le temps et pour le coup, j'avais 100% de réussite avec victoire de l'Angleterre et la qualification de la Croatie au penalty. Et les mecs, ils étaient bluffés. Bravo. Non, mais écoute. Le mec qui va se faire bousser, tu sais. Un fan de PSG ne peut que être quelqu'un qui sait bien analyser et qui connaît le foot. Donc, madame, je vous remercie d'être une connaisseuse et d'avoir à la maison quelqu'un qui connaît le vrai foot, qui supporte une vraie équipe. Bravo Laïla. Ah, mais je peux te dire que j'ai un vrai et voilà.
Bon. Donc voilà, oui. Et ben bon match. Et on se souviendra de votre prono. Il me paraît pas inintéressant votre prono. Hein. Écoute, et puis je te promets que si éventuellement il va se passer ce que j'ai prédit, je rappellerai demain. Ah bah avec grand plaisir, ma chère Leïla. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée en tout cas. Merci et bon match, Christophe. Bon match. Merci beaucoup, chère Leïla. Bon match à vous, Leïla. Franchement, ça c'est de l'auditrice. Hein. Je sais, les radios sont jalouses de pas avoir de bons auditeurs comme ça. Mais bon, bien, c'est le LGF quoi. Voilà, c'est le grand forum. L01 40 33 9000. Leïla, c'est bien avancé. À regarder et analyser objectivement le foot. En même temps, elle est aidée par un mari qui connaît forcément. Vous pouvez nous appeler pour donner un petit peu votre prono. Donc, selon Leïla, la France va gagner en prolongation sur une délivrance d'un but d'Mbappé. Elle nous a même donné le passeur qui serait Griezmann. Je crois qu'on a notre ami Lagdari Sofiane. Salut Sofiane. Salut Christophe. Salut Sofiane. Comment ça va mon Sofiane? Oh, ça va, alhamdoulilah, très bien. T'as vu un peu, même les femmes sont de fines observatrices. Ça veut dire quoi, même les femmes? Non mais ça veut dire quoi? Attends, ça? C'est pas misogyne que de dire que les femmes n'aiment pas trop le foot quoi. Mais il y a des femmes qui se font des milliers d'euros sur BetClick, je te signale. Ah ouais. Exactement, mais surtout quand on voit les heures d'émission de foot et on nous sert que ça. Alors ils sont c'est vrai, des maris qui sont fans de foot. Je pense que tout le monde. On n'est pas original aujourd'hui. On n'est pas originaux. Mais je confirme Christophe que tu nous as bluffé avec Croatie-Russie. Imaginez des prolongations et des tirs au but. Moi j'étais loin de penser ça personnellement. Ah bah écoute, voilà. Tu nous as bluffé. Ah, c'est l'expert, voilà, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est une coupe du monde. Ça fait 5 minutes là que tu te mets de la pommade. Ouais, ça fait du bien, j'en ai besoin. J'ai mal au dos. Sofiane, comment tu vois ce match ce soir? C'est une coupe du monde complètement folle. Alors on sait pas vraiment. Moi je pense que tout dépendra de début du match. Si la Belgique arrive à mettre un but, ça sera très compliqué. Et si on arrive à faire sortir les Belges avec leur défense qui est vraiment fébrile, c'est le point faible de la Belgique. Hein. Ils ont un super gardien, un bon milieu de terrain et avec une attaque de folie. Mais la défense, ils ont vraiment une défense un peu faible avec Compagnie qui est vieillissant et avec... Oui, il y a une attaque de feu quand même. Hein. C'est la meilleure attaque d'ailleurs. Hein. Mais ils ont joué le Panama aussi. Hein. Oui. Ils ont joué aussi qui Le Japon. La Tunisie, non? Ouais, c'est vrai. Ils ont joué la Tunisie. En chuchotant, on va le dire. Ouais. Hein, on va pas rien dire. Mais ils ont pas... Moi, je vois bien des prolongations et ça va être dur, hein, personnellement. Mais donc voilà. Tu rejoins Leïla alors? Ouais, peut-être. Ouais, Leïla, mais c'est un match qui aura beaucoup de buts. Moi, je t'ai dit, s'ils arrivent à marquer, si la France arrive à marquer en premier, je pense que ça va être plié après. Mais si les Belges marquent avec l'attaque qu'ils ont, avec Deschamps qui va ouvrir un peu le jeu, je pense qu'on risque de souffrir avec les Belges. Mais est-ce qu'il ne faut pas du déroulement du match. Est-ce qu'il ne faut pas, messieurs, vous qui êtes un peu observateurs, justement à ce que la France laisse venir? Faut pas qu'elle essaye de faire le jeu, je pense, hein, quand on a une équipe que mais il va essayer de faire. Ouais. Il va fermer parce que si tu ouvres le jeu face à la Belgique, tu t'en prends. Tu te fais bouffer, hein. Ah ouais. Et surtout si c'est Eden Hazard et De Bruyne, ils font le match qu'ils ont fait face au Brésil. Voilà, ça serait un peu compliqué. Mais voilà, la Belgique aussi, elle a fait un match où elle était menée face au Japon 2-0 aussi, hein. Alors, je vais vous donner une petite indication sur mes pronos. Le round d'observation va être très long. C'est-à-dire? C'est quand je n'exclus pas d'être à 0-0. Ils ferment le jeu, les deux équipes ferment le jeu. On est en demi-finale. Okay. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, on sera à 0-0, à mon avis. Surtout quand on a en face une Angleterre qui se cherche et une Croatie qui fait 2 matchs jusqu'au penalty. C'est-à-dire qu'ils vont un peu arriver cramés pour la finale. Non, mais pour moi, c'est ce soir la finale pour l'équipe de France. Franchement, hein. Ouais, on le sait aujourd'hui que le vainqueur de demi-finale va être forcément... le vainqueur de cette Coupe du Monde. Alors l'absence de Meunier, ça pèse ou pas? Énormément, surtout la Coupe du Monde qu'il a fait. Hein. Il a fait une superbe Coupe du Monde. C'est un des meilleurs joueurs de la Belgique, qui était vraiment... On rappelle où il joue, Sofiane? Je pense que chez les Qataris, non. Non, il joue au PSG, pardon. Tu ne vas pas insulter l'âme du PSG en parlant Qatari, non. Je trouve que ce sont les propriétaires. Moi, j'ai pas... Non, il n'y a pas de problème. Bon. Khalifi... Oui, Khalifi. Espérons qu'il va pas le vendre, ouais. Ah bah c'est pas prévu. Parce qu'avec cette Coupe du Monde, il est à peu près à 50 ou 60 millions d'euros. Hein, oui, absolument. Mais il faut attendre un petit peu qui prouve, parce qu'il n'a pas forcément été tout le temps titulaire la saison dernière. On va voir ce que va faire le nouvel entraîneur du PSG, qui a d'ailleurs repris le chemin des vestiaires avec un certain Buffon quand même, s'il vous plaît. Gianluigi, ouais. Hein, quand même. Ça c'est une belle prise. Bon, en tout cas, commentaire sur le transfert de Ronaldo, Sofiane?
Ah, la Juve, elle a fait un sacré coup là. Et je pense que, alors du coup, peut-être Zidane sera l'entraîneur de la Juve. Hein. Parce que là, on entend peut même parler de Karim Benzema éventuellement à la Juve. C'est dans un club italien, c'est sûr, mais après... Karim Benzema quitterait le Real. Ouais, 80%, ouais. Ah oui. Bon. C'est ce qui se dit au niveau de l'Espagne, mais voilà, après, on sait pas... Alors, je pense que Zidane, s'il a un club à choisir après le Real, ça sera un club de cœur, c'est la Juve. Ouais. Ah ouais, Juve, pas bête. Ouais. Mais la Juve et Didier Deschamps, a priori, il va rester aux commandes de l'équipe de France. Oui, il reste jusqu'à la prochaine Europe. Y compris s'il remporte la Coupe du Monde, pensez pas qu'il va partir? Même en demi-finale, avec le jeu qu'il est en train de faire avec une jeune équipe, je pense qu'ils vont le laisser encore. Faut pas oublier que 2020, Ouais, bon, bah écoutez. En plus, on fait comme l'Allemagne en général. Jürgen Klopp, il est resté presque de 2006 jusqu'en 2018, 12 ans. Et là, Deschamps, il est à 4 ans, c'est ça? Ouais. En tout cas, belle affaire parce que la Juve s'offre Ronaldo pour 105 millions d'euros. Le PSG a acheté Neymar pour très cher. Ouais, et même le PSG est en train de vendre Cavani a priori pour faire plaisir à Neymar, non? Ah non, ça c'est pas une bonne nouvelle. Non, dis pas de bêtises. Non. Mais c'est ce que j'ai lu, hein. Oui, Cavani, il est en vente. Faut pas croire toutes les conneries non plus, hein. Tu sais. Non. Merci en tout cas, Sofiane, et bon match pour ce soir, hein. Merci, bon match à vous, et bonne soirée, que le meilleur gagne. Absolument, que le meilleur gagne. Allez, nos auditeurs, ils sont là aussi. Allô, bonsoir. Merci, bon match à vous. Oula, on baisse la radio, bonsoir. Allez, nos auditeurs. Oh là, ils mettent la radio à fond et tout, hein. Bon. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, cher monsieur? Arafat. Arafat. Bonsoir, Arafat. Oui. Il nous appelle d'où, monsieur Arafat? Moi, je suis à Paris, À Paris. Alors, dites-nous un petit peu comment vous lisez cette équipe de France, ce match de ce soir. Pour vous, comment ça va se passer? Alors, pour moi, cette équipe de France est face à une équipe donc potentiellement la plus redoutable des trois équipes qui restent en demi-finale. On est d'accord. Ouais. Donc, si l'équipe de France ce soir bat la Belgique, je pense que c'est un grand pas fait vers la Coupe du Monde. Je ne dirais même pas vers la finale, c'est vers la Coupe du Monde. Je pense que les deux autres adversaires sont à notre portée. Ouais. Et donc le gros morceau c'est ce soir et ils sont, je pense qu'ils sont à notre portée. Ça risque d'être une partie très disputée. Les deux équipes étant joueuses, les deux équipes ayant énormément de talent à l'avant, enfin devant quoi, donc en attaque. Ça risque de donner un match assez ouvert et je pense que l'équipe de France va l'emporter avec sans doute des buts venant du milieu de terrain, plutôt Pogba ou peut-être Kanté, parce que les attaquants seront évidemment bien attendus et bien marqués. Quel joueur Kanté, hein. Vraiment extraordinaire ce joueur. Bon, alors un petit score ou pas? Je dirais 3-2 pour la France. 3-2 pour la France, qui nous ferait 5 buts. Bah écoutez, on passerait une bonne soirée dans ces cas-là. Ah oui, c'est un régal, c'est la fête du football. Exactement. Merci à toi en tout cas, Arafat, et bonne soirée, bon match. Merci, la même. Au revoir. À bientôt, monsieur Arafat. Et je rappelle que l'équipe de France Maghreb 2 vous invite ce soir au 50 rue de Paris à Montreuil pour aller voir le match tous ensemble et sur grand écran. Renat de Montreuil, 50 rue de Paris. On vous y attend à partir de 20h, enfin un peu avant évidemment, pour être là et pour voir le match de ce soir. Donc, pour l'heure, ça correspond pas forcément avec ce qu'on peut voir sur Facebook, puisque nos auditeurs, c'est 100% de France pour l'instant. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Mouloud à l'appareil. Salut Mouloud, comment ça va Mouloud? Ça va, bonsoir à ton invité aussi. Bonsoir. Moi j'ai vu le match contre le Brésil là, de la Belgique et justement là, Meunier il a muselé Neymar. Hein. Ouais, Meunier il est pas là ce soir. Ouais, dommage pour la Belgique. Mais moi je dirais que c'est deux équipes qui se ressemblent. Ouais. Elles ont à peu près les mêmes talents, tout ça. Et puis pour la Belgique c'est l'année ou jamais. Hein. Ah, c'est sûr. Une génération de rêves qu'ils ont là, qu'ils ont construit depuis plusieurs années. S'ils le font pas cette année, c'est fini, quoi. Après, je sais pas si c'est fini, mais effectivement, c'est leur année, parce que quoi. pour reconstruire ce qu'il a fait, là, le truc,
Et puis avec l'aide de Thierry Henry, hein, quand même. Vous avez suivi la polémique d'ailleurs Thierry Henry. Non, vous avez suivi la polémique un peu stérile des journalistes. Un certain Gilles Verdès j'allais en parler. J'ai trouvé ça dégueulasse qu'il l'a traité de traître. Oui, il l'a traité de traître en disant qu'il aurait dû exiger une clause dans son contrat de se retirer au cas où l'équipe de Belgique rencontre l'équipe de France. Oui. Parler de trahison de la part de Thierry Henry, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais Gilles Verdès, c'est pas la première de sa part. Hein. Non, mais c'est. D'ailleurs, le père de Henry a répondu aujourd'hui sur Twitter. Il a répondu à tout ça. Il a mis les pieds dans le plat d'ailleurs. Il faudrait déjà que l'équipe de France lui ait proposé un poste, ce qui n'est pas le cas. Hein, ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà, ils l'ont jamais contacté, donc moi je me mets à sa place. Pour autant, pour moi c'est pas un traître. Hein. Ouais, et ben justement. Parce qu'il y a des entraîneurs étrangers. Je crois qu'il y avait un Argentin qui entraînait une équipe qui ont joué contre l'Argentine. À ce moment-là, c'est un traître. Bah oui, non, mais n'importe quoi. Mais moi je vois plutôt un score de 2-2. Ouais, donc prolongation. Et puis là au pénalty, je sais pas. Ah, donc toi on ira au pénalty, hein, Mouloud. On ira au pénalty. Je te donne les buteurs. Moi, il y a un joueur qui m'a fasciné, c'est De Bruyne. Ah oui, excellent. Et puis il y a Fellaini aussi. Ah oui, le Marocain, mortel. Sans oublier comment il s'appelle là. C'est un phénomène, c'est Lukaku. Ah incroyable. Ah, c'est un monstre. Ah ouais. Moi, à mon avis, ça va jouer dans au départ du match. C'est-à-dire que si la Belgique marque, ça va être dangereux. Parce que vu le match, ils ont quand même mené pendant 2-0 contre la meilleure équipe du monde. Hein. Ils sont parvenus, le Brésil. Hein. Ah non, ils étaient cramés. Malgré toutes les occasions qu'ils ont eues, ils sont parvenus. Moi, et c'est là où je me suis dit truc. Bon. Et puis pour finir, Christophe, si la France gagne, moi je crois que il y aura quand même un peu d'Algérie dans la victoire. Ah oui, bah ça, il y a toujours un peu d'Algérie quelque part. Hein. Travers de Mbappé, sa maman est algérienne, une sportive handballeuse et son père est camerounais. Et d'ailleurs, Christophe, lui on a parlé il y a 2-3 ans dans l'équipe qu'il a dit qu'il aurait pu jouer pour l'équipe d'Algérie. Et moi j'ai regardé l'équipe 21 un soir, il y a 2-3 jours, il y a un chroniqueur Jalit. Comment il s'appelle, Nabil Jalit. Et à un moment il a parlé de ça, ça a jeté un froid sur le plateau. Comme quoi, tu vois ce que je veux dire, Christophe, dès qu'il s'agit d'Algérie, il y a toujours quelque chose qui gêne, quoi. Bon. Parce qu'on n'en parle pas de ça. J'ai envie de vous répondre 1962. Oui, tout à fait. Mais on n'en est pas sorti. On n'en est toujours pas sorti. Camerounaise et algérienne. Même moi, je le savais pas. Merci Mouloud et bon match. C'est moi qui vous remercie et puis continuez vos émissions comme ça, c'est super. Merci Mouloud. Salut Mouloud, à bientôt. Merci pour le bonne soirée et bon match pour ce soir. Donc pour Mouloud, c'est les pénaltys. Donc victoire de la France. Hein. Enfin, il s'est pas mouillé au début, mais à la fin, il nous a dit quand même que la France allait l'emporter, si j'ai bien compris. Hein. Voilà. 01 40 33 9000. Vous continuez les pronos de bons auditeurs, de fins analystes sur France Maghreb 2 pour analyser ce match important de l'équipe de France ce soir. La France qui affronte effectivement, il a raison. Ce sont deux équipes qui se ressemblent quand même pas mal. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir. Terence. Oui, Terence, comment ça va? Très bien, et vous? Alors, tu nous appelles de Russie, toi? Ouais, j'appelle de Russie. J'ai trouvé quelqu'un qui donnait le billet, là. Ah, alors, je vous explique, amis auditeurs, c'est qu'aux alentours de midi 45 tout à l'heure, il nous a appelé pour dire qu'il offrait une place parce que sa copine ne pouvait pas y aller. Et il offrait une place pour celui qui était en Russie. Comment t'as fait pour trouver? Ben, quand je suis retourné à l'hôtel, j'ai trouvé 15 personnes qui ont laissé un message. C'est pas possible. Oh là là. 15 personnes, ce qui paraît, il y a un message qui est passé. Ah ouais? Ouais. Et qui écoutait France Maghreb 2 alors? Ouais, moi j'ai dit à ma copine parce que je suis allé jouer le golf. Ouais. Et j'avais pas le temps de retourner. J'ai dit bon, le premier qui vient, tu lui donnes. D'accord. Eh ben incroyable, incroyable. Donc ce soir, tu as fait 1 euro. Ouais, quelqu'un, celui qui a reçu ce qui paraît m'a dit il est venu de Guadeloupe. Ah, un Guadeloupéen. Ouais. D'accord, non, c'est pas Zébélus, hein, il est là. Ouais, va bien. Je sais pas. Bah merci beaucoup. Alors bon match. Terence, dis-moi, comment tu le sens le match ce soir, un prono? 3-2. Pour qui? La meilleure. Bah c'est qui la meilleure, Terence? Pour la meilleure. C'est qui la meilleure, Terence? Ben j'espère celui qui gagne, qui marque le 3e, il gagne. Ben, je sais pas, la Belgique ou la France. Bon, d'accord, merci. Tu veux pas te mouiller, quoi? J'ai des doutes.
T'as des doutes. J'ai peur pour la France. Ah oui. Bon. Ouais. Merci Terence, c'est bon match. Donc toi tu seras au stade, hein. Ça y est, moi je suis en route là. Eh ben écoute, bonne route et bon match pour ce soir, hein. Et merci de me recevoir, hein. Avec plaisir Terence, merci Allez, beaucoup. Au revoir. Un auditeur qui nous appelle de Munich d'habitude et qui est en Russie donc pour la Coupe du Monde. Incroyable. C'est incroyable, ouais. Ah oui. 01 40 30 39 000. On continue juste après dans le cadre de Libertad. Damien, est-ce que t'as un prono? Ouais. Il est plutôt négatif. Ah oui. Moi, je pense qu'on va sur un 1 partout. Ouais. Et la dans Belgique. Prolongation. Non. La Belgique nous colle un pruneau dans le temps additionnel. Ah ouais. T'es comme ça, toi. Ouais. Salopard jusqu'au bout, quoi. Non. Ça, mais je pense qu'ils vont nous pourrir la soirée. Je vais quand même regarder le match, mais je vais essayer de manger léger. Ouais. Et moi, c'est après, pizza ce soir. J'espère de tout cœur que ce soit un beau match, quel que soit le vainqueur. Et je pense que le vainqueur sera méritant quoi qu'il arrive. Bah, écoutez. Et j'espère surtout que le vainqueur de ce match gagnera la Coupe du Monde. Ouais. Parce que si la Belgique gagne ce match, je souhaite aux Belges de gagner cette Coupe du Monde. Alors, mon pronostic, vous l'attendez évidemment. Et je comprends pourquoi. Eh bien, vous l'aurez juste après la pub. Au 01 40 33 9000. Dans le cadre de Libertad, vous continuez évidemment de nous appeler pour nous dire un petit peu comment vous voyez le match de ce soir. On est à 2h10 maintenant de ce match. Coup d'envoi important, la demi-finale entre la France et la Belgique. On vous attend d'ailleurs, amis auditeurs, parce que France Maghreb 2 vous invite du côté de Montreuil au 50 rue de Paris, qui est maintenant de Montreuil, pour aller voir le match en grand écran. Mon pronostic, je vous le livre dans un instant. Bon, je vous rassure, hein. Il est plutôt bon. Mais avec un match très stressant à mon goût. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, mon cher Damien, ami auditrice, auditeur, il est temps de donner mon pronostic. Oui, en tout cas, selon ce que je vois, la lecture du match que je fais de ce soir. Alors je me suis concentré quand même, j'ai essayé d'observer un petit peu les différentes équipes, leur parcours. Et de manière très objective, j'ai essayé d'obtenir un résultat d'un scénario de match. Alors pour moi, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir un round d'observation qui va durer assez longtemps, je pense une vingtaine de minutes. On va pas avoir de franches occasions, mais des équipes qui vont avoir peur de l'une de l'autre. C'est-à-dire que, tu vois, c'est quand même, l'enjeu est important, c'est une place en finale, c'est un mondial, on est en demi-finale, donc il va y avoir cette période de 20 minutes où on n'aura rien. Et puis il va y avoir un but belge qui va arriver aux alentours de 25-30 minutes, je pense, qui sera d'ailleurs au cours d'un temps fort de la Belgique, qui pour moi va prendre le dessus sur l'équipe de France, en tout cas entre la 20e et la première mi-temps. À la mi-temps, on en restera là, 1-0 pour la Belgique, et c'est seulement au milieu de mi-temps que l'on aura une égalisation de l'équipe de France. Là encore une fois, je pense que l'équipe de France va absolument pas faire le jeu, pour connaître un peu l'attitude de Deschamps. Elle va attendre en contre-attaque, mais étant donné qu'elle aura pris ce but belge, elle va être obligée d'un peu plus d'ouvrir, de se délivrer. Et elle va marquer donc aux alentours de la 50e, 60e minute. Et alors, il y a deux scénarios qui se profilent, je vais pas trop mouiller, mais le scénario le plus probable, c'est que l'équipe de France marque le deuxième but aux alentours de la 89e, 91e minute, avec un but libérateur. Ça, c'est un souhait personnel d'un certain Mbappé. Voilà pour mon pronostic. Victoire de la France 2-1. Ça va être un match pas si ouvert que ça, à mon avis. On a, je pense, en tout cas, peut-être un peu trop espéré de ce match, un beau match, un beau jeu. Ça va être quand même un match à enjeu, et ça va être un match au cours duquel donc les deux équipes vont avoir peur l'une de l'autre. Et le but belge, en tout cas, va redonner confiance à la Belgique, mais la France sera encore là et sera capable donc d'égaliser et de marquer le but libérateur. Mais je n'exclus pas le pronostic donc de notre auditrice de tout à l'heure, à savoir les prolongations et un but pendant les prolongations. Par contre, ce que je ne vois pas, c'est les pénaltys. Ça, je vous le dis tout de suite, je ne pense pas. Non, ça je n'y crois pas. Ça se terminera soit pendant le temps additionnel, soit pendant les prolongations, mais il n'y aura pas de pénalty pour ce match-là ce soir. Voilà, mon cher Damien, qu'est-ce que t'en penses? Il est un peu mieux que le tien quand même, hein. Faut avouer. On est assez proches l'un de l'autre, parce que je pensais aussi à un premier but belge, puis une égalisation ça, française. C'est quasi une évidence, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. On partirait là-dessus. On n'est pas à l'abri d'un fait de jeu aussi, hein, d'un problème. Alors, ce que je redoute moi ce soir, et on en reparlera demain, mais ce que je redoute, c'est qu'on ait une très mauvaise nouvelle par contre au niveau d'un grand joueur essentiel qui ne puisse pas jouer la finale à cause d'un carton. Voilà, ça je le redoute vraiment. Okay. Voilà, mon cher Medjed qui a tout compris.
évidemment, au foot, parce que Medjahed, évidemment, sera là ce soir. Donc à 20h. Il a disparu. Non, c'est pour ça il se cache. Il aime pas le foot en vérité. Hein. Il aime pas le foot, Medjahed. 01 40 33 9000. Je vous rappelle donc le pronostic que je vous donne, c'est 2-1 pour l'équipe de France avec un round d'observation de 20 minutes, un but belge en première mi-temps. Un but égalisation de l'équipe de France contre le cours du match d'ailleurs, hein, c'est un moment où on s'y attend pas parce que la France ne fera pas le jeu ce soir. Faut pas compter sur elle pour lancer les attaques, etc. Ça va être tout en contre-attaque et un but de délivrance donc en fin de match, mais en tout fin de match. Je vois bien Mbappé dans ce rôle, alors ce serait parfait pour lui. Donc victoire de la France 2-1 ce soir. Alors, vos pronostics maintenant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe, c'est Fatima. Bonsoir Fatima. Comment allez-vous? Ça va fort bien et vous? Est-ce que je peux je peux revenir à votre sujet de tout à l'heure sur l'islam? Bah oui, parce qu'on est dans Libertad, allons-y. Voilà, c'est pour ça que j'ai attendu, j'ai appelé et puis j'ai pas pu vous avoir. Moi, quand il y a 3 ou 4 jours, il y avait Ciotti avec Bourdin, et il a annoncé une nouvelle que moi personnellement, autour de moi, je j'ai jamais entendue. C'est-à-dire? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que plus la ficelle est grosse, plus elle risque de passer. Comme quoi qu'il y a une explosion des gens qui retirent, des musulmans, des familles musulmanes qui retirent leurs enfants des écoles et qui les inscrivent dans des écoles coraniques par correspondance. Et il y a des écoles coraniques qui ouvrent et les familles les maghrébins et tout, et donc ils inscrivent leurs enfants dans ces écoles. Alors Bourdin lui a demandé combien vous avez le chiffre? Oh non, il y a une explosion. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on n'a pas d'avocats, de gens qui peuvent justement, parce que pour moins que ça, les gens ont été punis et ils sont passés en justice. Ceci d'une part. D'autre part, j'entends souvent un certain Delval, Alexandre Delval, soi-disant écrivain. Maintenant, tout le monde écrit n'importe quoi, n'importe où. Et donc, ce qu'il dit sur les musulmans et sur l'islam, si c'était sur une autre communauté, eh ben, il y a longtemps qu'il aurait été en prison, pas seulement en justice. Merci, et donc, Fatima. moi, je me demande, excusez-moi, Christophe, je me demande s'il y a personne pour écouter ces gens-là et pour les prendre des mesures, quoi. Alors, c'est ça. Il y a une très bonne nouvelle, Fatima. Il y a un collectif qui s'est créé, dont certains membres fondateurs font partie des chroniqueurs du LGF, qui s'appelle le CDM. Le CDM. Donc le collectif contre les discriminations dans les médias, qui est en cours de construction. Et à la suite de la création de ce CDM, il va y avoir plusieurs objectifs ambitieux, notamment celui de poursuivre, ester tout de suite lorsque il y a un dérapage dans les médias discriminatoires, que tout de suite il y ait une saisie du CSA massive et qu'on incite les gens à aller saisir le CSA, comme ça s'est passé à plusieurs reprises sur des scandales qu'il y a eu à la télé. Et lorsque c'est massif, tout de suite le CSA réagit et il y a des pressions financières qui sont faites sur les chaînes de télé. Voilà, c'est ça la réponse. Excusez-moi Christophe, juste un mot. Si jamais vous faites ça et qu'il y a un bon collectif d'avocats, vous allez voir, ils vont s'arrêter comme pour la communauté juive, où il y a le moindre chose, c'est le bureau de vigilance, c'est ceci, c'est cela. Et pour finir, je dis que ce n'est pas la France qui a un problème avec l'islam, c'est l'islam qui a un problème avec certains qui occupent les plateaux de radio, les plateaux de télévision, et qui c'est toujours les mêmes qui passent. Donc moi je pense qu'il faut un collectif pour dénoncer tout ça. Voilà. Bon, très bien Fatima, sauf que l'islam n'a un problème avec personne. Il est en train de se développer et j'espère, Inch'Allah, que vous en entendrez bientôt parler. En tout cas, il y a un gros collectif de personnalités derrière. Effectivement. Allô, bonsoir. Allô, personne par ici. 01 40 33 9000 pour une dernière, parce qu'on va se dépêcher, on va aller voir le match à nous. 20h, là, c'est dans 2 heures maintenant. 01 40 33 9000, Medjahed qui va faire monter l'ambiance évidemment dans un instant. J'espère qu'elle redescendra pas trop vite ce soir. Ça veut dire que la France se sera qualifiée. Allô, bonsoir. Allô. Ouais, bonsoir, prénom et ville d'appel. On t'entend super mal, Moustapha. Ouais. Moustapha, ouais, on t'entend, Moustapha Damien. Vas-y, qu'est-ce qui se passe, Moustapha? Ah, moi j'ai 3-0 pour la France ce soir. 3-0, oh, t'es fou, Moustapha. Triplé de Giroud. Un triplé de Giroud, vous imaginez les gars, là, franchement c'est improbable. Improbable. Là, vous allez voir, vous vous rappellerez de moi demain. Ah bah évidemment qu'on va se rappeler de toi, Moustapha. Ah bah ça, on va pas t'oublier, tu nous rappelles, hein, on t'invite. Je vous le rappelle. Bon, allez, tu fermes la boutique, Moustapha, merci à toi et bonne soirée, Moustapha. Bon, en tout cas, que le meilleur gagne. Bon match à tous. Merci Damien.
Bah oui, écoute, on a été heureux. Ouais, absolument. Et j'espère qu'on le sera à l'issue de ce match ce soir. Ça va être chaud, hein. Et dimanche, on va faire la fête, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous imaginez le lendemain du 14 juillet, fête nationale, la France qui va exulter alors là, dimanche je peux te dire soir. qu'on va gagner 1 point de PIB d'un coup. Ah ouais. Et puis alors Macron, il va se dire, on arrête le Doliprane pendant quelques temps. Voilà, exactement. On va pouvoir faire passer quelques projets de loi début août en mode. On y va les gars, on en mode andouillette. Ça va être ambiance alerte générale dans tous les ministères. Allez-y, c'est le moment de passer toutes les lois les gars. Plaise. Le JO il va être rempli, je t'explique même pas. Bonne soirée, Medjed arrive dans un instant. Bonne soirée, l'écoute évidemment de France Maghreb 2. Tout de suite le rappel de l'actualité de ce mardi soir. Damien, bonsoir merci. Marine. Ciao ciao et à demain. Bonjour à tous, c'est officiel, 1 an après le début de son mandat, la ministre de la Culture Françoise Nyssen n'est plus chargée du secteur du livre et de l'édition. L'ancienne patronne de la maison d'édition Actes Sud a reconnu qu'il existait un conflit d'intérêts avec sa fonction ministérielle. C'est la fin du suspense pour les collégiens qui passaient leur premier examen, le brevet. Les résultats du brevet des collèges 2018 sont à découvrir aujourd'hui ou demain selon votre académie. Les corps de 4 adultes et 1 enfant ont été trouvés ce matin dans un appartement à Pau. Les pompiers avaient été appelés pour un incendie tôt dans la matinée et ont trouvé les corps sans vie. La piste du drame familial est privilégiée selon une source proche de l'enquête. Des traces de violence auraient été trouvées sur les corps. Le produit intérieur brut de l'Inde a dépassé pour la première fois celui de la France en 2017. Cela relègue l'Hexagone au 7e rang des économies mondiales selon le site de la Banque mondiale. Les 12 garçons et leur entraîneur de football prisonniers dans une grotte en Thaïlande ont été extraits sains et saufs. Tous étaient bloqués dans le vaste réseau souterrain depuis le 23 juin par la montée des eaux. La famille de la Britannique Dawn Sturges, décédée dimanche après avoir été contaminée à l'agent innervant Novichok, s'est dite aujourd'hui anéantie par la mort de la quadragénaire. Sa famille a aussi demandé d'arrêter de spéculer sur Dawn et ce qui lui est arrivé. La principale hypothèse de la police est que le poison incriminé est lié à l'attaque essuyée avec le même puissant agent neurotoxique début mars par l'ex-agent double russe Sergei Skripal et de sa fille Yulia à Salisbury. Côté musique, le rappeur Drake éclabousse tous les records. Le Canadien, déjà numéro 1 des ventes une semaine après la sortie de son dernier album, Scorpion, a aussi explosé les records d'écoute en ligne. Le titre a été écouté près de 800 millions de fois aux États-Unis sur les différentes plateformes de streaming. Enfin, l'équipe de France, évidemment, affronte la Belgique ce soir. Elle tentera de se qualifier pour la finale du mondial de football. Le choc entre les deux équipes s'annonce indécis et le pronostic difficile à établir. Mais rendez-vous à 20h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.